Le podcast du Centre national du livre aime les écrivains, qui débarquent dans les grands entretiens pour faire entendre leur voix unique. Au programme Chemin de traverse, écriture qui bouleverse. Écoutons les pensées, sages, énervées, extatiques, et laissons-nous bousculer pour ne plus revenir à l'identique. Veillez sur elle de Jean-Baptiste Andréa, publié aux éditions L'Iconoclaste, est l'un des grands voyages romanesques de cette rentrée littéraire. Son livre nous raconte l'histoire de Mimo, un sculpteur nain de génie qui travaille auprès d'un oncle maltraitant, mais qui noue une amitié profonde avec Viola Orsini, une aristocrate fantaisiste dans le Piémont. Tous les opposent, et pourtant, ensemble, ils vivront les grands chamboulements du XXe siècle, y compris l'Italie fasciste. L'enfance coule dans les lignes de Jean-Baptiste Andréa, qui plante un décor merveilleux pour ses personnages aux âmes colorées, sous le regard d'une Pietà magnétique qui consacrera plus tard le talent de Mimo et déclenchera des passions contradictoires chez tous ceux qui l'approcheront. Jean-Baptiste Andréa a reçu cette année le prix Goncourt 2023, après avoir reçu le prix du roman Fnac. Veillez sur elle dans son livre, c'est parti. Le roman, ça évoque quoi pour vous, Jean-Baptiste Andréa ? Les romans ont fait de moi celui que je suis aujourd'hui. Un roman, les romans, c'est ma formation, en fait. Et c'est ma forme artistique privilégiée, puisque je suis de deux côtés du roman. Je suis d'abord le lecteur que j'ai toujours été, puis je suis passé de l'autre côté. J'ai réalisé mon rêve de devenir écrivain. Donc en fait, le roman, c'est ma vie, et c'est mon mode d'expression, et c'est ma nourriture. Vous aimez quoi dans le roman en tant que lecteur ? J'aime grandir, j'aime que le monde s'élargisse, j'aime que les frontières de ce que je connais soient repoussées. J'aime apprendre, mais pas au sens scolaire du terme, au sens émotionnel. J'aime mieux comprendre certaines choses, mieux comprendre certaines personnes, mieux comprendre certaines situations. J'aime découvrir des mondes qui sont éloignés du mien, des situations dont je ne ferai jamais l'expérience autrement que dans le roman, et donc faire évidemment l'expérience de l'altérité, et de me rapprocher de tous ces gens que je ne rencontrerai probablement jamais, mais de mieux les comprendre. Pourquoi avoir choisi un homme de petite taille comme personnage principal ? Moi, j'ai toujours aimé les gens qui conquéraient les obstacles. Donc évidemment, quand l'obstacle paraît plus grand, soit parce qu'on est plus petite taille, soit parce que l'obstacle est vraiment immense, l'enjeu romanesque est supérieur, l'enjeu personnel est supérieur. Je disais tout à l'heure là que je voulais devenir écrivain gamin. Moi, ça a été le gros enjeu de ma vie, ça a été le gros rêve de ma vie de devenir écrivain, ça a été mon combat. Et je crois que je projette un peu ça dans chacun de mes héros. Et donc plus le combat est épique, on va dire, donc plus le héros est empêché, plus la victoire est méritoire, je crois. Et évidemment, donc moi j'aime écrire des histoires qui emportent le lecteur et la lectrice dans des grandes aventures, et je crois que ça participait de ça, du désir de faire quelque chose de romanesque. Mais en fait, la réponse peut être très courte et que le héros m'est apparu comme ça. J'ai pas réfléchi, je l'ai vu comme ça. Le fait qu'il soit un sculpteur de pierre fait penser au mythe de Sisyphe. Il y a un rapport, il y a quelque chose c'est très physique, la sculpture. Évidemment, Mimo étant pas tout à fait comme tout le monde, ça, c'est le combat qu'il mène contre la pierre, et donc pour exercer son art en sus du combat qu'il mène contre la société tout entière, contre la pauvreté, contre ses propres limites, contre ses propres verrous intérieurs, n'en devient que plus épique. C'est vrai que j'ai choisi une forme d'art qui est la sculpture, qui est éminemment physique. C'est difficile d'imaginer plus physique en fait comme art. Pourquoi ? Pourquoi la sculpture est physique ? Parce que pourquoi ce métier ? Pourquoi vous alors en fait parce que le livre, l'une des idées fondatrices du livre était le mystère qui entoure cette Pietà, qui est une statue qui est enfermée par le Vatican, parce qu'elle provoque des réactions très étranges chez ceux qui la voient. Donc évidemment la sculpture faisait partie intégrante de l'idée de départ. J'aurais pu ne pas traiter pour le coup
traiter l'histoire de son sculpteur, hein. Il y avait d'autres modes d'entrée, mais ça me plaisait. Moi, j'ai toujours considéré l'art a joué un rôle très important dans ma vie, toujours, parce que je crois que ça m'a fait passer du statut d'ado un peu renfermé, et qui avait une vision du monde finalement assez utilitaire et basique et quotidienne, à une vision un peu plus mystique, hein, à quelqu'un qui tout d'un coup entendait et voyait des choses beaucoup plus grandes que lui, des sources d'inspiration partout. Donc l'art, la sculpture en particulier, s'est imposé dans ce roman à plein d'égards. Pour vous, observer, admirer des œuvres d'art revient à la même émotion que celle ressentie par le lecteur lorsqu'il est saisi par la lecture? Oui, en tant que lecteur et en tant qu'auteur. Moi, je crois que quand on lit un livre qui nous saisit, quand on écrit un livre, quand on regarde un tableau, quand on regarde une œuvre d'art, en fait, on se baigne tous à différents endroits d'un même océan. Mais on est tous dans la même eau qui est quelque chose de plus grand que nous, quelque chose qui nous élève au-dessus de notre condition d'être humain. Moi, je me connecte, il y a quelque chose de très puissant pour moi dans toute forme d'art, et en fait, je fais pas beaucoup de différence. Je sais qu'on est là pour parler de littérature, mais au fond, moi, je fais aucune différence, je dis pas beaucoup, mais en fait, j'en fais aucune entre la peinture, la littérature, la musique. On est juste plus ou moins doué dans le côté, quand on est du côté où on fabrique, on va dire, le mot n'est pas beau, mais où on fait. On est juste plus ou moins doué pour un mode d'expression ou pour un autre, mais en fait on fait la même chose. Et de l'autre côté, quand on reçoit, qu'on lise, qu'on regarde des peintures, qu'on aille au cinéma, qu'on écoute de la musique, pour moi on reçoit la même chose. Et donc je me baigne exactement là-dedans. Il y a pas de frontières. Je hais les frontières. Je ne ressens pas de frontières, et non seulement ça, mais j'éprouve exactement le même plaisir que j'écrive, que je lise, que je vois des tableaux, que j'aille au cinéma, que j'écoute une grande œuvre de musique. Et même moi qui suis un très mauvais musicien, quand je fais 3 accords mal accordé sur ma guitare, j'éprouve le même plaisir. On peut distinguer 2 parties dans votre livre, l'une dédiée à l'enfance de votre héros, la deuxième à sa vie d'adulte. Pourquoi est-ce si touchant, le désir de revanche sociale vu à travers les yeux d'un enfant? Moi, j'ai eu une enfance heureuse. J'ai eu des parents qui étaient eux-mêmes le produit de l'ascension sociale, on va dire, qui était typique des 30 Glorieuses. Et je crois qu'ils ont voulu aussi continuer à nous élever, mon frère et moi, à poursuivre cette ascension sociale. Alors, grande dame, je suis devenu écrivain, ce qui était un gros pas de côté. Enfin, même si c'est quand même à eux que je dois tout l'amour que j'ai pour la lecture et les livres. Mais j'ai donc eu quand même une enfance vraiment heureuse, et je mesure à quel point tout se joue à cet âge-là. C'est-à-dire à quel point je mesure l'injustice de ne pas avoir ces chances jeunes, parce que ça conditionne nos conditions d'éducation, vraiment nous oriente déjà à 12 ans presque, on peut dire, vers où un gamin statistiquement va aller. Et ça tient à la fois au milieu social, au sens financier, mais ça tient beaucoup aussi juste à l'amour qu'on reçoit et au désir de nos parents de nous élever, de nous aider, parce que le système scolaire ne fait pas tout. Donc il y a quelque chose de tragique quand je vois des gamins, quand je vois même des ados qui tournent mal, des gamins en situation difficile, je me dis, en fait, il aurait suffi de pas grand-chose peut-être que pour que leur vie prenne une tournure différente. Et c'est hyper injuste parce que j'y peux rien et on peut pas remonter dans le temps. Et donc c'est le rôle de l'éducation. C'est pour ça que c'est hyper précieux que l'éducation ne soit pas en souffrance, alors qu'au contraire elle est hyper en souffrance. Donc il y a cet enjeu-là qui me touche beaucoup. Quand on parle de romanesque, évidemment, un gamin qui arrive à s'arracher à cette condition tout seul, parce qu'il y en a, mais la digression était là, il y en a. C'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose qui littérairement aussi m'a beaucoup porté. Moi, dans Martin Eden, par exemple, qui est un des livres fondateurs de ma vie, et c'est marrant parce que hier on faisait le concours des lycéens, j'étais avec Mokhtar Hamoudi qui parle lui aussi de Martin Eden comme bouquin fondateur pour lui, et moi aussi à 15 ans ça a été un bouquin extrêmement fondateur pour moi. Alors moi, pas tant dans la notion d'affranchissement social, de transfuge de classe, mais de partir de rien, d'un milieu qui n'est pas du tout artistique, pour devenir écrivain. Il y avait quand même cette idée de partir de rien. Ça m'a toujours parlé. Donc il y a un voyage qui est incroyablement épique. Et quand on part d'un milieu où
où en fait on n'a pas d'avenir. Il y a des milieux où il n'y a pas d'avenir, c'est terrible. Et qu'on doit tout conquérir tout seul, là, c'est vraiment des destins qui, pour moi, forcent l'admiration. J'admire beaucoup les gens qui n'avaient rien au départ pour réussir et qui s'en sont sortis. Ça, c'est vraiment les héros de notre monde. C'est ça les vrais héros. C'est pas les mecs qui font Sciences Po. Moi, je le sais parce que j'ai fait Sciences Po. Hein. Voilà, non mais ça en tout cas, ces gens-là sont vraiment des héros du quotidien. Moi, c'est ces gens-là et ces destins-là qui m'intéressent en tant qu'écrivain. La part mystique est très présente dans votre livre. Oui, il y a une vraie part mystique dans le roman. D'abord, il y a un thriller un peu métaphysique, on va dire. Thriller, c'est un peu forcé, mais il y a quand même un vrai mystère sur ce qui pèse sur ce livre. On flirte effectivement avec est-ce qu'il y a du fantastique ou on ne le sait jamais. Moi, je suis quelqu'un d'assez qui a un fort sens du sacré. Je ne mets pas de mots dessus. Je suis pas dans une religion ou un dogme particulier. Au contraire, je dirais même que je n'aime pas du tout les dogmes. Mais je respecte en tout cas toute tendance chez un être humain à aller chercher une explication ou quelque chose de plus grand que lui, parce que il y a quelque chose d'assez beau là-dedans, et le livre est empreint de ça, assez de mysticisme, tout en n'étant pas tendre d'ailleurs avec certains aspects de certaines religions. Je veux pas non plus fuir la noirceur de certains systèmes de pensée. Donc mais en tout cas, c'est plutôt la beauté du mysticisme qui va jusque dans le rapport qu'on peut avoir, et là j'ai pas envie de trop en dire, mais en tout cas avec la nature. Moi j'ai un rapport avec le vivant assez intense. Je vois beaucoup de magie dans le quotidien, je vois beaucoup de magie dans la nature, et j'emploie ce terme au sens le plus large possible, au sens sacré. Voilà. Je crois que... faut que tu couperas les E. Je crois que la nature a beaucoup à nous offrir et nous donne une intuition, me donne à moi une intuition de quelque chose de plus grand que nous. J'aime l'animisme, par exemple, c'est des religions, des systèmes de pensée qui me parlent beaucoup. Donc tout ça est présent à plusieurs endroits du livre, en fait, et infuse ce livre, et je crois participe à cette atmosphère un petit peu de mystérieuse, magique. On peut mettre beaucoup de mots dessus. Moi, j'ai abordé très tôt les romans, la littérature italienne. C'est quelque chose qui m'a très tôt parlé, justement pour sa fantaisie. Italo Calvino me parlait, alors que ça peut être un écrivain très intello, mais c'est très intellectuel, c'est aussi un écrivain de la sensualité et de la magie, et moi ça me parlait beaucoup adolescent. Et j'espère avoir rendu hommage aussi à tout ça dans ce roman. Votre roman est une fresque familiale secouée par l'histoire. L'histoire, c'est une matière inépuisable pour un romancier. C'est même dangereux, l'histoire, c'est-à-dire qu'on pourrait être tenté de se reposer sur l'histoire ou de choisir une période qui nous plaît pour y insérer un roman. Moi, c'est pas comme ça que je voulais procéder. La période dans laquelle s'insère ce roman est née de la nécessité de ce que je voulais raconter. D'abord tout bêtement parce que je raconte l'histoire d'une vie entière qu'on reprend en marche arrière, donc soit je le commençais maintenant et on revenait 80 ans en arrière, on se retrouvait au détour des années 40, soit je commençais mon histoire plutôt à la fin du XXe siècle, donc ce qui est le cas en 86, et ça nous ramenait donc au début du XXe siècle. J'ai choisi de faire ça parce que ça m'offrait en toile de fond la montée du fascisme. C'est une période fondatrice pour le XXe siècle et en fait encore pour ce qui se passe maintenant dans notre monde. Puisque ce totalitarisme-là, c'est quelque chose de moderne, c'est quelque chose qui est encore là dans nos sociétés. On voit cette hydre remonter actuellement. Les causes et les solutions sont les mêmes. Donc il y avait quelque chose de très contemporain pour moi dans le fait de se plonger dans ce passé-là. Et il y avait une autre chose qui fonctionnait pour moi, qui était que je parle d'une héroïne qui essaie de déployer ses ailes, qui est une femme très forte, brillante, et son milieu social direct et son époque fait qu'elle a beaucoup de mal avec ça. Donc ça, c'est déjà ce côté de romanesque de son milieu, mais en plus cette tyrannie dont elle souffre, donc une tyrannie que je définirais comme tyrannie du quotidien, trouve son miroir dans la grande tyrannie politique de la montée du fascisme. Et en fait, c'est une tyrannie qui est portée par les mêmes hommes. Et quand je dis homme, je pense au genre. Elle est vraiment portée par des hommes. Et elle est portée par des salauds et des lâches. Et donc il y avait cet effet miroir qui fonctionnait bien, qui faisait que l'histoire n'était pas un décor, n'était pas un prétexte, et à l'inverse n'était pas non plus la seule raison d'écrire ce livre et l'occasion de tartiner de références historiques qui n'auraient pas eu de sens dans l'histoire. Donc il y avait quelque chose de très organique au sens biologique, voilà, dans cette imbrication de la petite et de la grande histoire.
Votre livre est porté par un rythme soutenu, sans gras dans l'écriture. Vous avez mis du temps à écrire ce livre ? J'ai mis 1 an et demi à peu près. Et moi, la façon dont je travaille, c'est de me concentrer sur la structure. Donc d'écrire d'abord mon histoire, de savoir où elle va, de connaître les piliers un peu du pont que je vais construire. Et je ne m'autorise à écrire, ce qui est pour moi la phase de joie et la phase de la transe. Et vraiment, c'est le moment le plus agréable que quand je sais donc où ça va et je commence à mon chapitre 1 et je ne m'arrête pas avant d'avoir écrit la fin. Et ça fait d'avoir ça et d'avoir toujours envie d'aller de l'avant, que j'ai une écriture effectivement que j'espère tendue. Moi, j'aime pas, dès que je commence un chapitre, j'ai envie d'être au suivant. Donc je n'en rajoute pas. Puis je crois qu'on vit beaucoup dans une civilisation de l'image, donc les gens ont déjà des images en tête, c'est pas la peine de faire des tartines. Ceci étant dit, c'est un livre qui monte en puissance, donc qui commence plutôt lentement et qui est conçu, je me suis dit au début, les gens vont pas forcément trop savoir où ils sont dans les premiers chapitres, où on part, où on a 2-3 niveaux narratifs, et donc il faut comprendre, mais c'était intentionnel. Je me suis dit, si je perds quelqu'un sur les 50 premières pages, c'est pas grave, c'était pas une rencontre qu'on devait faire. C'est comme une histoire d'amour, un roman. Et donc on n'était peut-être pas fait l'un pour l'autre. Bon, par chance, c'est statistiquement pas le cas. Mais je sais que ça doit arriver. C'est pas très grave. Mais au niveau des sons aussi, on est emmené. C'est-à-dire que ça commence une phrase et hop, vous la ponctuez pareil avec des sonorités. C'est pas construit comme un poème, mais presque. La poésie et la chanson, notamment, seraient des formes littéraires qui m'intéressent, desquelles je me rapprocherais plus en écrivant. J'ai l'impression d'écrire une très longue chanson, moi, en fait. Et dans une très longue chanson, on s'attarde pas, on essaie d'aller droit au but pour dire le maximum de choses avec le minimum de mots. C'est pour ça que je compare beaucoup à la chanson. La poésie est là aussi, pour moi, dans des sonorités, voilà. Parfois dans des répétitions, mais en tout cas, c'est beaucoup, moi je ne cherche pas à utiliser des mots compliqués ou des tournures complexes ou faire des phrases. En revanche, je cherche cette fluidité, ce petit crochet qui va droit au cœur en fait et qui fait qu'on peut plus le sortir de la tête. Mais ça vient en fait d'un jet parce que j'ai bossé sur la structure et à un moment, c'est ce que plus comme une sorte d'improvisation quand on connaît très très bien les grilles d'accords dans lesquelles on est et on sait que l'improvisation va pourtant pas partir dans tous les sens parce qu'on connaît la structure harmonique et donc voilà, moi c'est comme ça que j'entends ça. On voit un film quand on lit votre livre. J'en ai pas littéralement conscience, au sens où, en fait, moi je viens du cinéma, j'ai passé 20 ans dans le cinéma, et c'est un milieu qui m'a beaucoup appris, mais un milieu dont je m'aperçois qu'il a été pour moi un détour. La caméra, à un moment, m'a paru assez sexy, le tournage, l'aspect collaboratif, mais au fond, moi je suis un amoureux des mots, je suis un amoureux des histoires, et plus je progressais dans le cinéma, plus les enjeux devenaient importants, donc les budgets importants, plus je m'éloignais des mots, plus je m'éloignais des histoires que je voulais raconter. Et donc, quand j'écris, je ne pense pas au cinéma. Et paradoxalement, effectivement, j'ai bien conscience une fois que c'est fini, et surtout parce qu'on me pose beaucoup cette question qu'effectivement, c'est cinématographique, mais je crois que la littérature est cinématographique, oui, et qu'elle l'était. Donc, il y a un anachronisme, elle l'était bien avant le cinéma. Comment avez-vous traité la temporalité ? Je reprends donc mon histoire de cinéma, c'est-à-dire que le truc amusant, c'est que j'ai quitté le cinéma pour être libre, et mes 3 premiers romans, paradoxalement, alors pour le coup je suis libre dans le ton, et là pour la première fois j'ai pu être 100% moi, donc là il y avait une liberté absolue dans ce que je racontais, mais je m'imposais encore des limites de cadre. Donc par exemple mes 3 premiers romans sont des huis clos, parfois en extérieur, sur un plateau en Provence dans ma Rennes, sur un glacier dans 100 millions d'années un jour, et pour Des diables et des saints dans un orphelinat. Donc je me gardais quand même cette notion presque de ok, on va tourner, j'emploie le mot intentionnellement, dans un cadre réduit. Mais un cadre réduit, ça peut être la contrainte aussi, c'est très créatif. Mais la contrainte est très créative, c'est là que j'ai appris à écrire, c'est une très bonne chose la contrainte, mais le cadre que je choisissais dans ces 3 premiers romans n'était pas une contrainte pour qu'elle soit créative, c'était juste par habitude d'écrire dans des cadres, puis peut-être faire ses armes aussi et contrôler des narrations dans des cadres réduits. Au bout de ces 3 romans, dont je suis d'ailleurs très très fier, je me dis là, je crois que je commence un petit peu à me sentir en possession de mes outils. Je vais pouvoir élargir tout ça, une temporalité, en fait, faire
sauter toutes les frontières. Donc les frontières géographiques d'abord, donc ce roman se passe sur un pays entier, et puis les frontières de la temporalité, donc de ne plus me limiter à un mois ou un an, mais à l'échelle d'une vie. Donc ça, c'est beaucoup plus compliqué à construire. Voilà, il n'y avait pas de technique particulière, mais c'est pour ça que j'ai besoin de beaucoup de temps pour préparer ce roman. Je l'ai abandonné 3 fois d'ailleurs, hein. Je me suis dit l'ampleur de la tâche, la contrainte est créative, mais elle est aussi confortable, hein. Quand on va par là et tout d'un coup le mur nous renvoie et nous recentre, c'est quand même assez confortable. Quand tout d'un coup c'est là, tout est possible, c'est compliqué. Mais j'avais vraiment cette envie de liberté absolue, et j'espère avoir trouvé la manière de raconter. Il faut prendre son temps, en fait. C'est ça aussi que je me suis autorisé dans ce livre. Je dis qu'il commence plus doucement pour monter en puissance. Je me suis autorisé à prendre mon temps, à pas être dans la surefficacité. Je crois que vraiment le livre est une montée un peu comme qu'un moteur qui monte et qui monte et qui monte. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des passages, et notamment au début, on prend son temps. Il faut roder la machine. Et ça, avant, j'étais plus dans l'efficacité, les romans d'avant. Là, je me suis autorisé à prendre mon temps. Dans votre roman, on croise beaucoup de personnages aux âmes colorées, tantôt par la noirceur, parfois par la lumière. C'est comme ça aussi dans la vie, Jean-Baptiste Andréa ? On sait tous que la vie est incroyablement complexe, que la vie n'est jamais noire ou blanche, qu'un salaud n'a pas toujours été un salaud, que quelqu'un de généreux a pu être le contraire ou peut être le contraire en même temps dans une autre partie de sa vie. C'est toute cette complexité-là qui fait d'un personnage de papier un personnage vivant. Je suis très touché quand les gens viennent me dire on ne peut pas oublier vos personnages. Et à l'inverse, les gens qui n'aiment pas ce que je fais, il y en a, je le revendique, c'est très important de ne pas être consensuel. J'espère aussi que la part des gens qui aiment ce que je fais est supérieure à la part des gens qui n'aiment pas ce que je fais. Mais en fait, les gens qui n'aiment certaines personnes disent ah oui, mais ce personnage est insupportable. Ça m'arrive que les gens n'aiment pas un personnage. Et en fait, c'est souvent parce que, ah oui, mais en fait, il se comporte pas bien. Et en fait, mais dans la vie, on se comporte pas toujours bien. Et je veux capturer, moi, cette complexité d'âme qu'on a tous, ce tiraillement entre l'ombre et la lumière, sachant que pour moi, les personnages, les héros de mon livre vont vers la lumière, en général. Mais voilà, je suis quelqu'un de solaire, je suis quelqu'un d'optimiste. Je crois qu'on a tous une étincelle de lumière en nous. Parfois, elle est dure à voir. Mais il faut quand même pas la perdre de vue, sinon ça voudrait dire que les prisons servent à rien, sinon ça veut dire qu'un criminel est irrémédiablement perdu, et puis il sert plus à rien, alors autant le buter. Ça n'a aucun sens, ça. Je crois qu'on est une société qui permet la rédemption. Donc c'était un très beau mot, coloré. On est vraiment un mélange de couleurs, et en fonction de la lumière que notre environnement va nous renvoyer, c'est pas les mêmes couleurs qui vont être révélées. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'enfance et les chances qu'on a au départ, et le projecteur ou le noir dans lequel on grandit. Les couleurs sous lesquelles on grandit. Mais les égarements sont permis, les égarements sont peut-être même souhaitables en fait pour apprendre et pour s'enrichir. Il y a beaucoup d'égarements dans ce livre. Le secret fait-il partie intégrante de votre roman ? Il y a 2 dimensions, c'est-à-dire qu'il y a le secret de la Pietà qui est effectivement un fil rouge le long de ce roman et qui est absolument essentiel et qui est ma motivation d'écriture en fait. Et puis il y a la notion de secret. En fait, je crois pas que le secret dans l'absolu dans nos vies soit une bonne chose. Je crois que le secret est quelque chose dont il faut se méfier. Le secret, le domaine des non-dits, c'est une sorte de cocotte minute qui un jour finira par exploser. En tout cas, c'est certain. Il est certain que c'est un outil romanesque, et que les personnages qui gardent des secrets dans ce livre pourront se retrouver confrontés à l'explosion de ce secret à un moment ou à un autre. Non, c'est quelque chose de compliqué, le secret. Je pense que le secret est rarement quelque chose de positif, mais c'est un très bel outil romanesque. Et le Vatican dans tout ça ? Le Vatican, moi, une nouvelle fois, le Vatican, c'est merveilleux, le Vatican. Ça incarne la noirceur et la lumière à la fois. C'est-à-dire que le Vatican a commandité parmi les plus belles œuvres d'art de l'humanité. En même temps, il y a des courants noirs au Vatican, je pense, insoupçonnables. Et il y a toujours ce tiraillement entre l'ombre et la lumière qui concerne le Vatican aussi bien qu'il nous concerne, et finalement c'est très marrant de voir que les plus grandes instances religieuses de la civilisation occidentale ont les mêmes problèmes que le plus petit être humain. Jean-Baptiste Andréa, c'est parti pour la lecture. Quand nous sortîmes,
Une pluie fine attristait les premiers jours de 1935 et les rues de Milan. Campana fit observer à sa femme qu'elle avait l'air fatiguée et lui conseilla de rentrer pendant qu'il irait prendre un dernier verre et parler affaires. Je me proposais pour la raccompagner, ce qui ne parut pas gêner l'avvocato. Il ne me voyait pas comme une menace, j'ignorais si je devais en être soulagé ou vexé. Au beau milieu du trajet, j'ordonnai à notre chauffeur de s'arrêter et ouvrit la portière. « Qu'est-ce qui te prend ?» demanda Viola. « Où sommes-nous » ? « Je ne sais pas exactement, mais dans le bon quartier, à coup sûr. »« Pourquoi faire ?»« Trop boire. » Viola n'avait jamais trop bu. Mais elle me suivit. Avec l'instinct que j'avais développé à Florence, puis aiguisé à Rome, je ne tardais pas à trouver le récif de carrelage et de zinc où s'accrochaient tous les naufragés de la ville. Un estaminet au rideau de métal à demi baissé, coincé entre un garage automobile et une blanchisserie, fermée de longue date. Viola but un verre du bout des lèvres, se fit prier pour le deuxième et le troisième, commanda seul le quatrième, et le reste appartient à cette nuit. L'espace d'un court instant, tout fut comme autrefois. Mimo qui sculpte et Viola qui vole, ce qu'elle fit vers 3h du matin en se jetant, ivre morte, du comptoir dans les bras moelleux d'une foule de marins qui n'avaient jamais vu la mer. Veiller sur elle est le 4e roman de Jean-Baptiste Andréa, après Marraine, publié aux éditions Gallimard, récompensé entre autres par le prix féminin des lycéens, et 100 millions d'années et un jour paru chez l'Iconoclaste, puis Des diables et des saints chez l'Iconoclaste toujours, couronné par le prix Ouest France Étonnant Voyageur, le grand prix RTL Lire, et pour lequel il a reçu une bourse du Centre national du livre.